Je suis heureux de faire votre connaissance et d'être ici à Rouen. Ça fait longtemps que j'avais envie de venir et de discuter avec quelques-uns d'entre vous. J'ai préparé quelque chose, je savais pas trop comment procéder, mais je voulais juste au moins restituer quelle était l'intention initiale, qu'est-ce que j'essaie de défendre en fait dans cet ouvrage, et puis surtout laisser une part importante au moment des échanges, parce que je pense que c'est là où ça sera le plus intéressant. D'abord, pour resituer le travail, initialement, moi je travaille sur la question de la souffrance sociale depuis des années, et en particulier dans des assauts de prévention contre le suicide, où j'ai écouté pendant 7 ans des personnes exprimer leur désaveu pour la vie. Et maintenant que j'écoutais, je répondais, que c'était un autrui qui venait répondre, ou essayer en tout cas de les écouter surtout, eh bien je prenais en note tout ce qu'ils me racontaient, je prenais en note toutes ces expériences un peu déceptives du monde. Et très rapidement, je défends plutôt un travail qui vise à politiser la souffrance ordinaire, c'est-à-dire euh, évidemment à faire une critique de la façon dont la société a tendance à prendre en charge la question de la souffrance, en particulier notamment par le langage essentiellement, par la psychologie, etc. En disant finalement au fond, quand quelqu'un exprime son désaveu pour le monde, il y a aussi en creux une certaine attente de ce que devraient être les choses. C'est-à-dire que pour moi, le malheureux, c'est quelqu'un qui attend de la densité existentielle. Et c'est sur j'appelle ça les attentes normatives ordinaires, c'est-à-dire qu'est-ce que les gens attendent d'un monde praticable, d'un monde dans lequel ils se reconnaissent. Alors pourquoi je parle de tout ça? C'est parce que c'est vraiment mon socle, un peu théorique peut-être aussi, et intellectuel depuis le début. Et puis, autant j'étais avec des gens qui ruminaient leur colère, et voire même qui se repliaient dans leur intériorité, comment dire, dirigeaient une certaine violence à l'égard d'eux-mêmes, au fond d'une espèce d'auto-violence, quoi. Pendant les révolutions arabes, j'ai décidé d'aller en Syrie pour voir un autre cas de figure, c'est-à-dire dans le moment où les gens demandent réparation, et d'une certaine manière s'engagent non pas à extérioriser en fait cette espèce cette exigence d'une vie dans laquelle ils voudraient se reconnaître. Et donc l'expérience révolutionnaire pour moi était essentiellement analysée de cette façon-là. Et puis en rentrant de Syrie, donc on est en 2012. Je crois que je sais plus, c'était la mort de Rémi Fraisse ou je sais plus quel autre mouvement, mais je me retrouve un peu embarqué à Rennes dans des manifestations qui m'ont intéressé assez rapidement parce qu'elles n'étaient pas très ennuyeuses. C'est-à-dire que c'était pas le cortège, comment dire, funéraire qui venait marcher et comment dire clamer en fait un certain nombre de choses sans avoir aucune espèce d'attente sur ce que ça allait advenir. Et progressivement, si vous voulez, ce que j'essaie de dire ici, c'est que c'est pas du tout un projet de recherche qui est décidé. C'est pas j'ai pas fait une enquête. J'ai pas fait une enquête au sens où je n'ai jamais dit tiens, je vais prendre l'objet émeute comme sujet d'étude. D'abord, en fait, vécu le phénomène. Bien sûr, là, le travail a été un moment extrêmement important et dans lequel je l'ai vécu en participant au phénomène d'une certaine manière, hein, en faisant l'expérience. Et puis à un moment donné, sur l'invitation d'ailleurs d'un séminaire à l'HSS, je sais pas, on me demande de venir parler de la question de la violence. Je n'en savais trop rien. Et d'un coup, j'ai eu envie d'écrire sur l'émeute. Et c'est là où ça a commencé, c'est-à-dire que c'est après coup. Mais souvent, en fait, les chercheurs ont toujours tendance à dire qu'ils maîtrisent complètement leur sujet et donc ont décidé, en fait, une espèce de plan de carrière dans lequel ils vont prendre tel objet parce que c'est raisonnable vis-à-vis de leur parcours intellectuel, etc. Moi, c'était pas vraiment le cas, même si les connexions sont assez évidentes en réalité. Mais voilà, c'était quelque chose qui a été un peu plus sur le tas. Et à mesure que j'ai écrit, j'ai eu cette sensation un peu bizarre d'effectuation de la chose et de contre-effectuation, de mise à distance du moment émeutier. Et très rapidement, quand j'écrivais à côté de l'événement, je m'étais dit que je ne voulais surtout pas faire une sociologie de l'émeute, c'est-à-dire que je la sociologise pas, encore moins une sociologie d'émeutier. Il me semble que ça, c'est un travail qu'on peut réserver. C'est un travail de la police, en fait, c'est pas un travail du chercheur. J'avais pas envie de répondre à cette question, cette espèce de question que tout le monde posera tout le temps, en fait, et on l'a déjà posé dans les premiers moments de la sortie du livre, et qui sont les émeutiers. J'avais pas du tout envie de répondre à cette question-là, et en même temps, j'avais pas non plus de m'embarquer dans une espèce d'histoire de l'émeute. C'est marrant, tu parles des émeutes de 2005, tous les textes que je lisais, à l'exception de quelques-uns, et en particulier d'ailleurs à Lamberto, je n'étais pas très séduit en fait par la façon dont on se saisissait l'objet. Et donc rapidement, ce qui m'a intéressé,
m'intéressait, c'est d'isoler l'expérience sensible de l'émeute, c'est-à-dire comment elle est vécue subjectivement par les individus qui y participent. Et c'est pourquoi le titre, d'ailleurs, s'appelle Le vertige de l'émeute. Hein. C'est quand l'existence se met à hurler en nous, c'est ça le vertige. C'est évidemment pour renvoyer, pour accentuer cette idée selon laquelle il y a dans le vertige, dans l'émeute, une espèce d'ouverture sensible au réel. Alors une ouverture sensible au réel, une ouverture au monde, une ouverture très heurtée au monde en l'occurrence. Et je parle même dans ce bouquin d'une espèce de passion pour le réel que j'analyse politiquement aussi comme une espèce de réponse à l'empêchement dans la vie ordinaire de cette rencontre avec le réel, de cette quête passionnelle pour le réel. Et en toile de fond, il y a toujours cette idée politique, c'est pour ça que ça rejoint un petit peu cette question de la souffrance que j'évoquais au début, une espèce de quête passionnelle déçue du réel dans la vie ordinaire, comme si en fait les exigences d'expressivité étaient globalement empêchées. C'est-à-dire que finalement, au fond, les gestes que l'on pose au quotidien, au fond, ne produisent pas véritablement d'effet sur le réel, dans lequel on ne se reconnaît pas vraiment. Bon, c'est des thématiques un peu classiques, peut-être un peu romantiques aussi, hein, vis-à-vis de se dire comment en fait je me reconnais dans les actes que je suis en train de me poser, comment finalement j'arrive à reconquérir un espèce de quotidien, alors que finalement le quotidien nous a un peu dérobé, quoi. En tout cas, les gens que j'écoutais me parlaient systématiquement, non pas de grands événements qui suscitaient des traumatismes profonds, des ruptures profondes en fait avec la vie, mais plutôt justement cette quotidienneté qui leur échappait, quoi. Et il m'a semblé que dans le geste émeutier, justement, on avait une forme de réponse à cette attente à la fois existentielle et à cette attente politique, quoi. Et j'ai choisi d'isoler l'émeute. Ce qui est compliqué de faire un bouquin juste sur l'émeute, ce qui est compliqué parce que c'est une toute petite scène du politique. Et je voudrais certainement pas ne parler que de l'émeute, même si c'est un bouquin qui ne se focalise que là-dessus, au sens où ce n'est qu'un événement assez mineur du politique, bien que ce soit un événement aussi qui déborde bien souvent le politique. Je voudrais pas exclure j'en parle un tout petit peu dans le bouquin, j'en fais vaguement référence, en expliquant que, évidemment, derrière, la consistance politique, elle se fait dans des lieux comme ici, j'imagine, dans des lieux comme nous avons en fait à droite, à gauche, dans lesquels on essaie évidemment de penser des formes de vie qui échapperaient au système dans lequel on est, des formes de vie qui chercheraient en tout cas à définir des horizons souhaitables, etc. Bon, bref, en fait, en gros, vous voyez bien que je prends beaucoup de précautions dans ce travail qui vise à isoler l'émeute, quoi. Et donc, l'idée centrale, hein, c'est de dire que l'émeute suscite une manière de se sentir et de s'éprouver soi-même. Je n'arrive pas à trouver d'autres formulations. Si je le formule par une question, c'est quelle est la qualité affective de l'épreuve qu'elle a eue finalement même au cours de l'action émeutière. Quelle est la qualité affective de l'épreuve en fait du moment émeutier, quoi. Alors il y a aussi un autre danger que je dois tout de suite éclairer, c'est le danger de l'esthétisation en fait de l'émeute. Il y a clairement, et même d'ailleurs dans le registre d'écriture que j'ai choisi, j'ai pas du tout choisi un registre de la rationalité, comme s'il s'agissait de démontrer que l'émeute elle se vit de telle ou telle manière, que l'émeute, je vais l'épuiser en fait avec un certain nombre de concepts. L'idée c'est même parfois, et bien souvent d'ailleurs, d'avoir recours à un vocabulaire très approximatif, un vocabulaire parfois un petit peu littéraire, dont le danger évident c'est quand je dis par exemple que l'émeute est une cristallisation d'intensité, c'est d'en faire quelque chose de purement esthétique et donc du coup aussi d'en occulter sa dimension politique, quoi. Si je précise ça, c'est pour dire que d'une certaine manière, ce qui me gêne avec mon propre travail, c'est que ça pourrait en fait participer à cette espèce de romantisation de l'expérience de l'émeute et en particulier peut-être aussi de l'expérience de la violence. Il me semble aussi il faut le prendre avec un peu de recul, quoi. Voilà, tu l'as très bien dit en disant que c'est un livre qui part du principe que se poser la question des rationalités qui président au choix de la tactique émeutière, par exemple, pour des fins politiques, m'intéresse pas. C'est-à-dire qu'au fond, finalement, je dis pas qu'il n'y a pas d'arguments intellectuels, par exemple, qui nous permettent, par exemple, d'enlever la part coupable au geste émeutier. Il y a effectivement toute une série de textes, de stratégies peut-être politiques, j'en sais rien, mais de ce point de vue-là, il me semble assez
assez inconsistant en fait de parler en fait du moyen de l'émeute comme un espèce de moyen. Pour moi en fait, il m'a semblé qu'il fallait parler de l'émeute comme un moment qui éveille des dispositions subjectives un peu particulières, quoi. Alors, la thèse qui est défendue ici, hein, c'est de dire que l'émeute est désirée, hein, qu'elle produit parfois un certain nombre d'affects, en tout cas très contradictoires, qu'elle peut produire de la joie. Elle est désirée en tant qu'elle est le lieu d'un présent intensifié, quoi. Elle est le lieu d'un présent intensifié, c'est-à-dire un événement où la vie fait l'épreuve d'elle-même, alors qu'évidemment, cette vie-là peine à se faire cette épreuve-là dans la vie ordinaire. Pour le dire autrement, c'est penser l'émeute comme un espèce d'accès un peu vibrant au réel, quoi. Un accès vibrant au réel, à un réel bien sûr qui mutile, quoi. Accès vibrant à un réel qui mutile, pour moi, les deux parties de la phrase sont importantes, c'est-à-dire que c'est cette rencontre avec le réel, mais c'est aussi cette rencontre avec un réel qui mutile, quoi. Voilà, désolé si c'est un peu désorganisé, désordonné. Ce qui m'a intéressé aussi, c'est d'une certaine manière, c'est aussi quand même l'effet politique de l'émeute, au sens où on voit bien que mon envie d'écrire, c'était aussi de participer à une certaine actualité, évidemment en désaccord avec le traitement habituel de l'émeute, qui vise par exemple à la disqualifier immédiatement dès qu'elle surgit, quoi. Et il y avait cette idée de se dire, mais finalement, pourquoi le pouvoir s'inquiète autant de l'émeute ? Et très rapidement, dans le bouquin, j'essaie d'expliquer que, bien sûr, que le pouvoir n'a absolument pas peur d'être renversé, qu'il est simplement griffé, en fait, par le moment émeutier. Et il y a un passage que j'ai arrêté, parce que finalement, je suis assez d'accord avec ce que j'ai pu écrire, c'est que dans la passion émeutière, ce sont les rationalités du pouvoir qui sont affaiblies, quoi. Et qu'au fond, la revendication de l'authenticité existentielle qui peut se dégager renvoie au pouvoir son propre égarement, sa confusion, son vide, et en particulier le vide de ses concepts. Et c'est un peu comme ça à chaque fois que je vais saisir dans quelle mesure, en fait, l'émeute est une forme de puissance, une puissance qui gêne, une puissance qui griffe, une puissance qui jette du sel sur le cœur du pouvoir, quoi. En particulier parce qu'il le renvoie à sa propre confusion, à son propre égarement. Peut-être vous dire quelque chose qui est un peu idiot, mais la dernière fois, le 21 septembre, à Paris, au départ de Madeleine, la plupart des personnes qui étaient venues et qui s'attendaient peut-être à quelque chose d'un peu plus... de l'ordre d'un peu plus de débordement, finalement été assez déçus parce qu'il n'y avait finalement pas tant de monde que ça, et qu'il y avait un dispositif policier extrêmement fort. Et d'une certaine manière, en fait, ma réaction a été double. Il y avait une forme de... Oui, ça n'a pas pu arriver que cette puissance ne s'exprime pas. Et en même temps, je me suis dit, c'est quand même assez incroyable comment ça a objectivé la peur du pouvoir, quoi. C'est-à-dire que d'une certaine manière, la victoire, elle était, en quelque sorte pour les Gilets jaunes, elle était déjà ici, dans le fait que ici, on avait une image qui advenait immédiatement à la perception, non seulement d'un égarement du pouvoir, mais d'un pouvoir effrayé, quoi, qui avait besoin de mettre un dispositif absolument dingue pour éviter en fait tout regroupement de quelques personnes qui tentaient d'aller sur les Champs-Élysées. Et je me suis dit que ça, c'est quelque chose d'inédit, quoi. C'est quelque chose d'assez inédit, même si on le voit progressivement monter en puissance depuis quelques temps. Je pense que le 16 mars a été un moment de rupture extrêmement importante, en tout cas dans la gestion de l'ordre. Mais c'est le moment où ce pouvoir a été objectivé. Le pouvoir est l'objectif comment ? Elle l'objective évidemment physiquement. C'est-à-dire qu'il y a cette idée foucaldienne, hein, cette idée de dire que le pouvoir est assez diffus, assez dispersé, sans centre, etc., qu'il est difficilement localisable, et qu'au quotidien, évidemment, on est traversé par cela, mais d'une certaine manière, on peine parfois à l'identifier dans sa source, etc. Et finalement, dans le moment émeutier, il y a ce moment où le pouvoir, en fait, on le rend immédiatement visible, et on l'objective d'ailleurs d'une façon assez grossière. Parce que quand les forces de l'ordre se déploient, c'est pas la finesse du pouvoir qui se déploie, c'est un pouvoir qui se présente physiquement et qui est un petit peu, qui traîne, qui est un peu, enfin de moins en moins maintenant avec les motos, mais qui est un peu lourd, qui ne va pas dans la finesse, qui est brutal, etc. Et il y a quelque chose dans l'émeute de cette idée de faire surgir le pouvoir, et le faire surgir de manière un peu grossière, avec cette possibilité d'ailleurs en partie de le ridiculiser. En 2016, je me rappelle, les étudiants chantaient souvent, quand on était suivi, quand le cortège était suivi par les forces de police, on promène nos poulets. Il y a ce côté un peu rigolo de
d'avoir à sa suite le pouvoir ici incarné par les forces de l'ordre. Et c'est l'objectivation du pouvoir et d'une certaine manière sa dépotentialisation, notamment à travers la casse. Pour moi, la casse était une manière, en fait, une manière assez symbolique, hein, d'ailleurs, de dépotentialiser le pouvoir, au sens où le pouvoir est mis à nu à travers des gestes évidemment anodins et sans grandes conséquences, mais qui produisent, en fait, font surgir dans la perception son humiliation. Je prends le 16 mars, encore une fois, les Champs-Élysées, à la fin de la journée, il y a un côté où les gens se baladent et sont en train de regarder avec une espèce de fascination comment la fierté et l'orgueil, en fait, de cette rue est retourné le temps d'un instant dans le moment de l'émeute. Et il me semble que ça participe à cette espèce d'ivresse, cette espèce de vertige que les gens peuvent ressentir, quoi. C'est-à-dire comme si, en fait, cette simulation du chaos, cette simulation, parce que c'est une simulation évidemment, de l'effondrement du monde, un effondrement très très localisé, c'est un moment, alors à la fois qui dépotentialise le pouvoir, parce que par exemple les institutions bancaires sont obligées de se cacher. Je prends Bayonne par exemple, pendant le G7, je me suis aperçu 2 jours après qu'il y avait un Super U qui était là. Il était tellement caché que pour ceux qui ne connaissaient pas la rue, ne savaient pas du tout que ce magasin-là pouvait exister, quoi. Ce qui va à l'encontre totalement de leur stratégie de distinction dans la vie ordinaire, quoi. C'est-à-dire ce qui va à l'encontre de leur volonté de s'exhiber, d'être absolument visible partout, c'est de se distinguer à l'intérieur de cette visibilité. Là, ils sont réduits à mettre des fragiles planches de bois devant leur vide. C'est symbolique, évidemment, à chaque fois, c'est quelque chose de symbolique, mais qui, je pense, en fait, alors produisent probablement cette sensation d'avoir quelques effets, en fait, sur le réel qu'on est en train de fréquenter. C'est-à-dire que dans l'agir destructif, dans le geste destructif, voire même, c'est le prochain bouquin que je vais écrire, c'est La passion destructrice, dans cette espèce de passion-là, il y a à la fois le truc qui s'effondre, qui est physique, et puis il y a il y a l'effet qui se voit immédiatement dans le champ du regard, quoi. Donc cette question-là, à la fois de faire surgir le pouvoir et en même temps le dépotentialiser, il me semble que l'émeute, en fait, est ce moment qui fait vivre ce genre de choses. Bien sûr, et tu as insisté là-dessus, c'est l'objet d'un chapitre en particulier, c'est sur l'expérience corporelle, charnelle du politique, quoi. Une épreuve vivante du politique, en quelque sorte. Il n'est pas si étonnant, au fond, et les Gilets jaunes m'ont aidé un peu à le penser, parce que finalement, avec les Gilets jaunes, il y avait... on voyait des primos, entre guillemets, hein, le mot émeutier, je l'aime pas, hein, mais je sais pas quel mot utiliser, mais il y a des primos émeutiers, quoi, c'est-à-dire des personnes qui arrivent pour quasiment la première fois, comme j'avais pris pour habitude, finalement, des personnes qui sont plutôt habituées à ce genre de scène, et de voir la facilité avec laquelle bon nombre d'entre eux, en fait, l'ont vécu avec un peu de passion quand même, avec un peu une espèce, là aussi, encore une fois, de vertige ou d'ivresse. Et ça m'a beaucoup intrigué, ça m'a beaucoup intéressé. Et je me suis dit qu'il y avait évidemment cette rencontre physique, alors avec le pouvoir, hein, cette rencontre physique avec le pouvoir qui peut être un peu glauque dans un certain nombre de cas. Je sais pas, je vais prendre un cas à Paris il y a pas longtemps, il y a 3 semaines. Je suis désolé, je prends des cas très récents parce que c'est peut-être ceux dont je me rappelle le plus. Mais il y a 3 semaines ou un mois, il y avait une manif de Gilets jaunes. Pas grand monde, 2000 personnes, quelque chose comme ça sur Paris, qui n'a pas de puissance, hein, donc, ni de puissance de nombre, ni de puissance matérielle, qui se retrouve totalement encadré par les forces de police. Et on voit des gilets jaunes qui viennent reprendre un peu, qui essayent d'imiter les tactiques de ce que les gens appellent le Black Bloc, etc. Alors ils le font avec un peu de maladresse, au sens où on voit évidemment qui se change, et puis ils viennent se frotter en fait avec les forces de police sans avoir aucun espoir en fait de débordement. C'est-à-dire que il n'y a pas d'espoir, quoi. Et ça m'avait pensé à un truc un peu masochiste d'une certaine manière, quoi. C'est-à-dire de venir prendre son coup, quoi. De venir prendre ce moment, de venir faire cette rencontre, sous la forme d'une défaite, en fait, mais de venir faire cette rencontre, sans quoi la manifestation, il aurait quasiment manqué quelque chose, quoi. Alors là, je prends une situation un petit peu extrême, mais c'est pour dire que derrière cela, c'est un peu ce que j'entends par cette épreuve charnelle du politique, c'est-à-dire une épreuve un peu événementielle et qui se ressent dans le corps, qui se ressent dans les affects, qui se ressent aussi bien sûr psychiquement, quoi. Et donc il y a une réflexion autour de qu'est-ce que c'est que cette rencontre brisée avec le monde, qu'est-ce que c'est que cette rencontre physique en fait avec le monde, quoi. Alors cette rencontre physique là, j'en parle de façon un petit peu quasi
quasi désespéré en quelque sorte. Mais il y a une expérience aussi, bien sûr, collective, cette espèce d'entrecorps qui se joue dans le moment émeutier, et en particulier dans un moment où les corps se tiennent les uns avec les autres. Alors, il y a toujours il peut y avoir des moments de désolidarisation, mais d'une certaine façon, il y a des espèces de pulsions de solidarité qui peuvent se jouer dans l'émeute. Cet exemple, moi, que je prends tout le temps, parce que c'est le plus élémentaire, c'est le plus facile. Quand on tombe, il y a toujours une main qui est là pour se relever, une main inconnue qui est là pour relever la personne, pour lui administrer les premiers soins, etc. Et au fond, finalement, cette expérience d'une solidarité un peu improvisée, qui ne dure pas, elle est évidemment absente aussi dans la vie ordinaire. Et il me semble justement que voilà, l'émeute est une forme de... il y a des espèces de lignes de virtualité, des lignes de potentialité qui sont en train de s'ouvrir. Elles se vivent dans le présent, voilà, dans une radicale présence au présent ici, quoi. Et elles font un contraste extrêmement important avec la vie ordinaire, qui est peut-être que je fais un tableau un peu trop sombre, mais plutôt froide, plutôt routinière, dans lesquelles évidemment on ne vit pas tout ce genre d'expérience. Donc, je le dis un petit peu grossièrement, je suis désolé d'être allé pour essayer de brosser un peu le panorama. J'essaie de parler de l'émeute qui trouble l'essence. L'émeute qui trouble l'essence, c'est-à-dire l'émeute, c'est les sons, c'est les couleurs, c'est les odeurs, pas toujours agréable, c'est la perception qui est travaillée. Et donc j'essaie de regarder comment en fait cette espèce de chaos, souvent coloré, souvent bruyant, il produit aussi il peut produire chez certains une certaine fascination. Je me rappellerai par exemple d'une manifestation à Nantes pendant la veille de la venue du Front National pendant les élections présidentielles. Il y avait quelqu'un qui avait rien à voir en fait avec la manifestation, mais qui s'était retrouvé un peu dedans. Puis finalement, il avait trouvé ça assez marrant, donc il avait continué. Et puis il était là cassé, il regardait tout le monde. Donc c'était un moment où il y avait un peu d'intensité. Et puis il dit putain, c'est la guerre ici, quoi. Et quand il l'a dit avec une telle joie, quoi, qui m'avait un peu frappé, quoi. Je me suis dit mais pourquoi en fait c'était ses sens qui étaient troublés, me semble-t-il, c'est-à-dire que le monde perdait un peu de son évidence, au fond, parce que la rue n'était plus comme elle était avant, la rue qu'il nous faut traverser, qu'il nous faut circuler le plus rapidement possible, c'est-à-dire qu'il faut la traverser mais ne jamais trop s'y arrêter, quoi. Voilà, la rue inhospitalière, soudainement, elle prenait une forme absolument non familière, quoi, un peu extraordinaire momentanément, et dans lesquelles il y avait une espèce d'atmosphère. Ce n'est qu'une atmosphère, c'est clair, une atmosphère chaotique. Et dans l'atmosphère chaotique, il y a évidemment ce sentiment peut-être de l'absence de l'écroulement des formes, quoi. De l'écroulement de l'ordre, bien sûr, et des formes du pouvoir. Et c'est très momentané, quoi. Évidemment, peut-être que ça produit cette espèce de sensation un peu romantique, hein, que dans le chaos, c'est le lieu aussi du recommencement, quoi. C'est le lieu de... On a fait table rase, il y a quelque chose qui peut s'édifier, même si évidemment rien ne va s'édifier dans ce moment-là, etc. C'est symbolique ce que j'essaie d'expliquer, mais il y a à la fois cela, et puis il y a ce sentiment que voilà, c'est le monde qui est en train de perdre de son évidence, quoi. Je reviens, je ne sais pas si c'est utile de revenir, hein, sur l'émeute comme une machine désirante, une machine désirante chez Deleuze, hein, c'est une forme de subjectivité qui se définit par la présence et la sensation. Je trouve souvent très, très, très fulgurant en fait Deleuze, et en particulier quand il parle de machine désirante, une forme de subjectivité qui se définit par la présence et la sensation. C'est-à-dire qu'ici, l'émeute, c'est un phénomène de propulsion affective. C'est le fait, évidemment, la rencontre d'affects très contradictoires. Ça peut être de la peur, ça peut être de l'angoisse, ça peut être de la joie, ça peut être sentiment un peu de dépassement de soi, qui est collectif, qui est partagé, qui se distribue très, très confusément, bien sûr, parfois. En dedans, il y a un peu, moi, cette intention d'essayer d'être plus clair vis-à-vis de la tonalité affective de l'émeute. Vous allez voir qu'il y a un vocabulaire, si vous lisez le livre, qui est un peu hésitant là-dessus. Je parle souvent de tonalité affective. Je parle pas vraiment... C'est dur pour moi de parler d'affect, parce que je sais jamais trop comment décrire cette chose-là, quoi. C'est dur, en fait, à observer, à écrire, à retenir. Et danger, c'est dans l'écrivant, en la réifiant, en l'enfermant, quoi. Et ne plus arriver, en fait, à en dire quelque chose d'intéressant, quoi. Et justement, un des gestes qui me faisait un peu... qui m'a toujours fait qui m'a toujours étonné, plutôt... c'était par exemple quand une vitre se brise,
c'est de voir les passants après coup, qui viennent regarder ce qui s'est passé, c'est pur spectateur. Et j'imagine toujours cette vieille dame qui ramasse par terre un bout de verre, quoi. Et elle a quoi ici? Ce casseur ne parle pas, quoi. Le casseur ne revendique pas, il ne dit pas. Enfin, si, bien sûr, il y a des textes qui le revendiquent, mais l'action est a priori de ne pas parler, quoi. Cette vieille grand-mère, elle tient avec elle, dans ses mains, en fait, l'énoncé, quoi. La vérité qui se produit sur le terrain des sensations, c'est-à-dire une vérité oblique, un énoncé très oblique, en fait. Et ça, je trouvais ça aussi intéressant, en fait, de cette idée. Et dans ce livre, jamais j'essaye de donner une rationalité, en fait, très claire, clôturée sur le geste émeutier et sur son sens, sur ses raisons. Parce que justement, ce à quoi il faut faire droit, c'est peut-être à sa puissance qui est d'indéterminer à la fois le monde, d'indéterminer les discours, d'indéterminer les attentes, etc., quoi. Bon, voilà, je sais pas si, j'espère que je suis clair, ça va quand je... Ouais. Bon. Voilà, je peux m'arrêter là en fait en même temps, parce que je sais pas si...